Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Fin de mission de son Excellence Peter Henry Barlerin au Cameroun. Le diplomate américain est allé faire ses adieux au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous irons au Palais de l'Unité dès l'entame de ce journal. La fin de la recréation pour les auteurs de fake news. Les deux ministres de la Communication et des Postes et Télécommunications annonçaient hier le début des sanctions. Synthèse de cette conférence de presse dans le journal. Et puis la fin de la formation et l'entrée au barreau pour 874 avocats. Ils prêtent serment à travers le Cameroun en cette saison. Leur parcours académique et professionnel est dans le dossier du journal. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Nous irons au Palais de l'Unité dans quelques instants seulement, le temps de cette actualité économique. Deux nouveaux actionnaires qui font leur entrée à la BDEAC. L'Assemblée générale de la Banque de développement des États d'Afrique centrale hier lundi, en visioconférence, a approuvé l'adhésion du Fonds de solidarité africain et de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique au sein de la structure. La suite de l'élargissement aux capitaux étrangers après l'entrée de 3 premiers actionnaires il y a seulement quelques mois. Marie-Laurence Nké explique ici le sens de cette politique d'ouverture à la BDEAC. La nouvelle dynamique de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale poursuit sa progression. Après la Banque africaine de développement, l'institution financière vient de recevoir 2 actionnaires institutionnels de plus. Il s'agit de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et le Fonds de solidarité africain. Leur entrée en capital porte à 15 le nombre d'actionnaires. À l'aube d'une opération d'augmentation de capital social de la BDEAC, cette résolution de l'Assemblée générale témoigne à suffisance de la montée en puissance de l'institution financière sous-régionale. La banque se porte visiblement mieux. Satisfait-il des administrateurs? Les actionnaires se sont félicités de l'évolution des indicateurs de la BDEAC et se sont rappelés qu'il y a 2 ou 3 ans, on parlait plutôt de la liquidation de cette institution et qu'aujourd'hui, tous les indicateurs se sont consolidés et la banque donne déjà des résultats depuis 3 années consécutives et à chaque fois en augmentation. C'est dans son fauteuil de président du conseil d'administration à son homologue centrafricain, le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motazé, a été félicité par l'ensemble du conseil pour les bons résultats obtenus. Je vous le disais tout à l'heure en titre, la mise en garde du gouvernement contre les auteurs des fake news et autres manipulations dans le traitement des informations était entendue hier lundi ici à Yaoundé. Fake news et manipulations, notamment dans le traitement de l'actualité relative au Covid-19, à la situation également dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était une conférence de presse conjointe donnée hier lundi à Yaoundé donc par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et par sa collègue des Postes et Télécommunications, Madame Minette Libom Liliken. Les 2 membres du gouvernement qui annoncent pour bientôt l'entame des poursuites contre les auteurs de ces dérives. La synthèse de cette conférence de presse, Daniel Monanga. L'heure est grave sur l'espace public. Les acteurs des départements communication, télécommunication et régulation montent au créneau pour dire attention aux égarements sur les médias sociaux. Cette vigilance est d'autant plus impérative que, de manière visible, les cibles privilégiées de cette entreprise de destruction englobent l'état de droit, les institutions de la République et ceux qui les incarnent avec, au bout du compte, la mise en péril de la paix et de la stabilité du Cameroun.
La situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, celle sanitaire liée à la pandémie entre autres, accentue les dérives au point de bousculer la liberté. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, précise que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. La notion est pourtant encadrée par un arsenal juridique au Cameroun et les dérives ne resteront pas toujours impunies. Sachant que les techniques et les outils digitaux permettent au Cameroun de recueillir un ensemble de preuves en vue de l'identification de l'auteur de toute communication électronique. Ça a été un choix d'intensifier la sensibilisation. Mais on est capable de rattraper quiconque a posé ce genre d'actes répréhensibles sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, le cyberespace est animé par plus de 3 millions de personnes de tout genre, mais les médias avisés sont appelés à prêcher par l'exemple dans l'utilisation. Et très à propos, le feuilleton de la semaine sur le rapport des Camerounais aux réseaux sociaux, lendemain précisément de cette conférence de presse donnée par les ministres de la Communication et des Postes et Télécommunications sur les dérives observées dans les médias et dans les réseaux sociaux. Laurence Okalia a donc mené l'enquête sur les usages de ces réseaux sociaux ici, au Cameroun aujourd'hui. Hello, moi c'est Facebook. Et moi, c'est WhatsApp. Moi, c'est Twitter. Nous sommes les réseaux sociaux les plus utilisés par les Camerounais. Le téléphone sonne. C'est encore Facebook. Pour la énième fois de la journée, je baisse la tête. Certainement, un ami perdu de vue m'a fait un message, inbox. J'aime bien être dans les réseaux pour pouvoir communiquer avec les personnes qui viennent d'ailleurs. Pour moi, c'est comme distraction. Me divertir, pas mon genre. Ce que moi j'aime, c'est enrichir mon esprit. Alors, j'écoute. Ce livre est dédié à tous les parents du monde. J'y ai trouvé une bibliothèque énorme. Maintenant, je ne suis pas la musique, je suis les livres audio. La priorité, c'est le travail, la recherche, la connaissance. Par contre, moi, j'aime aller voir si l'herbe est verte de l'autre côté. Il y a de jolies demoiselles dans le pré. J'irai leur cueillir quelques fleurs. On a des prétendants qui sont là, mais moi, je ne fais pas toujours confiance dans les relations de Facebook. Décidément, les réseaux sociaux sont pour tout Camerounais une fenêtre sur le monde. La vôtre, sur quelle partie du monde s'ouvre-t-elle ? On les appelle la promotion Bernard Mouna, ainsi baptisée du nom du défunt bâtonnier. Le dossier du 20h30 déroule le tapis rouge aux 874 nouveaux avocats récemment admis au certificat d'aptitude à cette profession. Nanti de ces sésames, ils prêtent serment maintenant par vagues à travers les cours d'appel des 10 régions pour rejoindre le barreau. Une véritable consécration après une sélection très rigoureuse. Oswald Modon retrace ici le parcours du combattant qui conduit au barreau du Cameroun. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, avocat assermenté pour le cas d'espèce. Et la route qui mène au barreau peut parfois être longue pour les candidats. Le candidat qui est déclaré exactement admis a une formation assidue en cabinet de 2 ans. Un examen officiel est convoqué par la chancellerie. Le stagiaire qui réussit à cet examen, naturellement, prête serment pour être inscrit au grand tableau. Sans pour autant être des raccourcis, d'autres voies existent. Ceux qui sont membres des barreaux étrangers peuvent faire une simple demande. Et maintenant, après étude du dossier, cet candidat est donc admis au barreau et il prête serment devant la cour d'appel. Peuvent aussi être admis les anciens magistrats qui ont exercé pendant au moins 10 ans, les anciens enseignants qui ont donc soit un grade de professeur, de maître de conférence ou de chargé de cours qui ont exercé pendant au moins 10 ans. Si tout ou presque dans les procédures est bien connu, ce qu'il est moins, c'est le coût de la formation.
c'est plus souvent le coût du diplôme et auquel il faut rajouter le prix de la patience. L'inscription à l'ordre, quant à elle, reste assujettie au règlement des aérés de cotisation en tant qu'avocat stagiaire, à l'annuité en tant qu'avocat et aux frais de la carte professionnelle, pour un montant global de 114 500 francs CFA. L'autre contrainte de ces jeunes avocats sera sans doute d'intégrer et d'appliquer les deux systèmes judiciaires, la common law et le droit civil, dans l'exercice quotidien de leur métier. Les 5 années de formation préparent-elles suffisamment les robes noires aux ficelles de ces plaidoiries devant des juridictions aujourd'hui très complexes? La réponse ici est signée de Nicole Dodo. Le système judiciaire camerounais est empreint des vestiges du passé colonial. Les 872 jeunes avocats devront suivre le cours de l'histoire dans leur mission de conseil et de défense des justiciables. Il est question de dire le droit en respectant la coexistence des juridictions de droit moderne, en appliquant le droit civil et la common law et les juridictions traditionnelles avec la coutume. Ne peut être jugé devant une juridiction de droit traditionnel que celui qui a accepté. Ça veut dire que si je suis à traite devant le tribunal de premier degré, j'ai la latitude de dire au juge que je ne voudrais pas être jugé par ce tribunal-là. La common law émane d'une part aussi de la coutume. L'arsenal juridique camerounais s'est enrichi en 2005 face à la coexistence des deux systèmes avec l'harmonisation de la loi pénale. À la date d'aujourd'hui, nous avons un code de procédure pénale qui est unique. Nous, on avait le code d'instruction criminelle. De l'autre côté, on parlait de la criminal law. Aujourd'hui, la défense a la latitude non seulement de contre-attaquer l'accusation, mais en même de lui poser des questions sur des déclarations qu'il aurait faites. C'est pour ça qu'on parle de la réexamination. Dans le système du droit civil, comme dans le système de la common law, l'accusé Bernard Achomouna entend tout mettre en œuvre pour que l'avocat soit proche du commun des justiciables. Du sang neuf qui arrive donc au barreau du Cameroun, l'occasion d'un autre arrêt ce soir sur le rôle même de l'avocat dans l'appareil judiciaire au Cameroun. Notre reporter affirme que ces auxiliaires de justice sont désormais de plus en plus sollicités dans diverses affaires. Mais pour quels honoraires donc? Question à Jean-Pierre Congé. Avec la complexité toujours croissante du droit et la multiplication des textes, le concours de l'avocat est de plus en plus requis. Et ce n'est pas la mer à boire pour s'attacher les services de ce professionnel du droit. Pour ceux qui sont à Yaoundé, peuvent se rendre au niveau du conseil de l'ordre. Le conseil de l'ordre, on va donner le tableau de l'ordre des avocats. Il va choisir un avocat dans la localité où il est. Il va vers lui. Il le constitue pour son problème, et il lui explique ce qu'il en est et l'avocat va lui dire ce qu'il a lieu de faire. Si la constitution d'un avocat est simple, la note à payer peut effrayer plus d'un. Et pourtant... Pas parce qu'on est orphelin, pas parce qu'on est pauvre, pas parce qu'on est veuf qu'on n'a pas droit à l'avocat. On a droit à l'avocat, on peut aller vers lui, qui peut accepter de vous défendre sans que vous payiez quoi que ce soit. Les honoraires sont librement débattus entre le client et l'avocat et sont consacrés par ce qu'on appelle une convention d'honoraires. Un avocat peut vous prendre 500 000, un autre vous prendra 5 millions. Il n'y a pas un minimum fixe. Il arrive qu'un accusé, surtout en matière criminelle, n'a pas d'avocat dans une cause déjà en justice. On procède à la constitution d'office d'un avocat. Et à ce moment-là, c'est l'État qui le rémunère. Comme le montant des honoraires, les modalités de paiement sont également négociables. Les honoraires entre un client et un avocat se payent suivant les modalités consignées dans la convention d'honoraires qui a été conclue entre le client et l'avocat. Les rémunérations des commissions d'office se font à la fin de l'affaire, pas de l'audience, de l'affaire. Malgré les coûts, il est préférable quand on a un souci avec la justice de faire recours à un avocat pour se faire guider dans le labyrinthe des procédures judiciaires et parcourir plus facilement le chemin parfois sinueux du droit. Nous allons à présent dans le sud-ouest et tout comme dans le nord-ouest, précisément à Bamenda, les autorités de cette région sont vent debout contre le phénomène des villes mortes. Le maire de la ville de Boya vient ainsi de procéder ce mardi à la mise sous scellé des commerces et autres entreprises dont les portes sont restées fermées hier lundi 13 juillet. Sur cette action musclée menée en compagnie du sous-préfet de Boya, voici le récit de Stéphane Tala.
C'est toute l'équipe dirigeante de la commune de Boya qui s'est déployée sur le terrain à l'effet de poursuivre la lutte contre le mot d'ordre de ville morte des terroristes. Juste après notre prise de fonction, on avait passé notre premier mois en parlant avec les vendeurs, les hommes et femmes d'affaires pour leur faire comprendre l'importance d'ouvrir leurs boutiques le lundi. Mais après un constat qui est vraiment malheureux, on voit que ces bonnes habitudes sont en train d'être abandonnées. Donc nous avons décidé de sortir. Près de 250 boutiques, magasins et entreprises restés fermés dans les localités de Mile 17 et de Moliko vont être scellés au cours de cette descente. Ceux-là vont passer, ils vont payer 25 000 par personne et on va ouvrir. Mais avant même d'ouvrir, ils doivent signer avec nous que désormais ils vont toujours ouvrir les boutiques le lundi. Également présent, le sous-préfet de Boya qui a saisi l'occasion pour mettre de l'ordre dans le secteur du transport urbain. Nous constatons un certain relâchement dans la prise en compte du minimum requis pour circuler dans la ville. Qu'ils aient le badge, mais également le numéro d'identifiant sur la voiture. Et nous sommes là pour la sensibilisation qui va durer une semaine. Les autorités locales invitent les populations à mener leurs activités tous les jours de la semaine et à toujours compter sur les forces de l'ordre pour leur sécurité. Le système éducatif camerounais sur les pistes de la performance. Le ministre de l'Éducation de base a ouvert ce mardi l'atelier sur le plan national de développement et de pérennisation des acquis scolaires et de la carte scolaire. Tous les acteurs des secteurs de l'éducation et de la formation ensemble ainsi pour projeter les réformes nécessaires à mener dans les 5 prochaines années. Voici les explications à ce sujet du professeur Laurent Serge Tondingwa avec notre reporter Sidoine Monkam. Le gouvernement du Cameroun a décidé de procéder à la revue de sa politique sectorielle dans le secteur de l'éducation qui était déjà validée et de l'adapter également aux objectifs durables pour le développement, les ODD 4. Il s'agit aujourd'hui de nous mettre d'accord sur le package que le gouvernement du Cameroun va donc considérer comme l'espèce de base de données qui lui permettra de s'arrimer aux objectifs de l'ODD 4 pour que nous puissions avoir au Cameroun une école inclusive, adaptée à la modernité et aux objectifs du développement. Revenons à présent à l'actualité majeure de ce 20h30. On le disait, c'est mission terminée pour l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Ce mardi, son Excellence Peter Henry Barlerin est allé faire ses adieux au président de la République, son Excellence Paul Biya. Une audience d'1 heure d'horloge qui a donné l'occasion aux deux personnalités de faire le tour d'horizon de la coopération entre Washington et Yaoundé. Des acquis salués par le diplomate américain à sa sortie du Palais de l'Unité. Le reportage Yves-Marc Moudzo. C'était un vendredi, le 22 décembre 2017. Son Excellence, Henry Peter Barlerin franchissait pour la première fois les grilles du Palais de l'Unité pour prendre les rênes de la représentation diplomatique des États-Unis d'Amérique dans notre pays. Depuis lors, 31 mois se sont écoulés. 31 mois au cours desquels l'ambassadeur sortant des États-Unis au Cameroun s'est employé à sa manière à donner une nouvelle trajectoire à l'axe Yaoundé-Washington. 31 mois pendant lesquels il a pu se frotter à la réalité camerounaise dans toute sa complexité et se faire dans le même temps une meilleure idée de ses dirigeants. Comme à l'accoutumée, c'est donc en toute cordialité que le président de la République, Paul Biya, accepte de le recevoir ce mardi 14 juillet 2020 pour une audience d'adieu. Pendant une soixantaine de minutes, le chef de l'État et son hôte vont revisiter les différents axes de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique. Des entretiens au cours desquels le concours déterminant du pays de l'oncle Sam dans l'accompagnement des politiques de santé publique au Cameroun sera mis en exergue. Ces ultimes entretiens entre le chef de l'État et son hôte, qui débouchent sur la remise d'un cadeau souvenir aux diplomates américains, offriront l'opportunité à son Excellence Barlerin d'égrener quelques souvenirs du Cameroun qu'il s'apprête à quitter. À son arrivée en 2017, Henry Peter Barlerin est arrivé avec une certaine idée du Cameroun. Assurément, il en repartira avec une autre.
Et après le palais de l'Unité, c'était direction l'immeuble Étoile où son Excellence Peter Henry Barlerin a eu d'autres entretiens d'adieu avec le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Et là encore, regard rétrospectif et prospectif également sur la coopération entre les deux pays. Le diplomate américain a reçu un souvenir, un symbole de l'art artisanal camerounais, un cheval de bronze que nous allons certainement voir tout à l'heure si ces images se prolongeaient un tout petit peu. Symbole donc de la puissance et de l'excellence de cette amitié entre Yaoundé et Washington. On l'a vu, ce cheval. Direction l'extrême nord où l'ONG Human Rights Watch est de nouveau dans l'actualité au Cameroun avec de nouvelles implications contre l'armée camerounaise qui est pourtant à l'œuvre sur le terrain efficacement contre Boko Haram dans cette région. Nous allons voir sur place maintenant la synergie qui existe et qui est en action entre les forces de défense et de sécurité, les comités de vigilance et les populations de cette région de l'extrême nord, tout ensemble des forces mobilisées pour le retour à la paix et pour la préservation de l'intégrité territoriale. Abdoulaziz Amadou nous attend dans l'extrême nord. Enlevé du jour, calme et paisible à Koza. Dans cet arrondissement du Mayo-Tchanaga affecté par l'insécurité, les comités de vigilance veillent au grain. Armés de leur matériel de travail, ils filtrent toutes les voies d'entrée et de sortie. Dans l'arrondissement, on a délégué les équipes mobiles, c'est-à-dire ils n'ont pas de barrières. Nuit comme jour, ils travaillent. S'il y a une attaque, ils appellent. Cette collaboration étroite entre l'armée et les comités de vigilance a permis aujourd'hui aux populations des zones d'insécurité de renouer avec leurs activités. Ici à Fotokol, dans le Logoné-Chari, les pouvoirs publics ont desserré la frontière pour relancer les échanges avec le Nigeria. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la guerre purement asymétrique et c'est le renseignement qui devient la nourriture principale. Pour renforcer cette coopération, le chef de l'État, chef des armées, a mis à la disposition des comités de vigilance des moyens logistiques. Il faut qu'ils aillent en profondeur, stopper, dénoncer, informer, collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité. Dans cette veille sécuritaire, les autorités camerounaises ne lésinent sur aucun moyen pour préserver à la fois la vie des populations et l'intégrité du territoire dans le respect des règles du droit international humanitaire. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Prenons à présent des nouvelles sur le front de la guerre contre le Covid-19 au Cameroun. Le point de presse quotidien sur la pandémie vient de s'achever à peine au centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé. Principale annonce ce soir, la disponibilité à nouveau de la chloroquine chez les distributeurs habituels. L'hydroxychloroquine dont la rupture a notablement inquiété les malades de rhumatisme. Nous allons comprendre pourquoi dans ces explications qui vont suivre avec notre correspondant sur place à Messa. Bonsoir Évariste. Évariste Eyenga, je vous vois bien en ligne d'attente. Vous allez nous expliquer l'importance de ce médicament pour cette catégorie précise des malades de rhumatisme. Donc. Pour cette catégorie précise des malades de rhumatisme.
Bonsoir Adèle. Si la part belle a été faite à ceux qui présentent des comorbidités rhumatismales, c'est bien parce que la maladie à coronavirus et ces autres comorbidités ont plus d'un lien commun. On peut en retenir deux. Il y a d'une part que les personnes qui souffrent de ces maladies rhumatismales sont affectées au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau des ligaments, au niveau des articulations. Et cela découle d'une déchéance du système immunitaire, faisant de ces personnes des personnes les plus à risque, un terrain fertile pour la maladie à coronavirus. Une autre raison, c'est que les malades, les patients du coronavirus sont placés sous, souvenez-vous, un protocole qui intègre l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement, et d'ordinaire, toutes les personnes qui présentent les comorbidités rhumatismales, elles aussi emploient ce même médicament pour leur traitement au quotidien. Et alors, depuis 4 mois, pratiquement, il y a eu non pas un conflit, mais une compétition quant à la disponibilité de ce médicament, l'essentiel étant orienté vers les patients de la maladie à coronavirus, ce qui a rendu l'accès difficile de ce médicament aux malades des rhumatismes. Voilà l'explication que je reprends du docteur Etundi Bala, qui donnait le point de presse ce soir. Le médecin manager de l'incident a donné 3 indications à ces personnes qui présentent des rhumatismes, qui sont des personnes considérées comme les plus à risque. La première, c'est de respecter scrupuleusement les mesures barrières. La deuxième, c'est de poursuivre le traitement immunosuppresseur pendant la période de la pandémie. Et la troisième prescription, c'est de ne pas modifier son traitement sans l'avis préalable du médecin en cas d'infection à la maladie à coronavirus. Si la part belle a été faite ce soir donc aux personnes présentant des comorbidités rhumatismales, eh bien en appendice tout de même de ce point de presse, on a relevé l'importance de l'utilisation des masques et toutes les autres mesures barrières. Vous l'avez remarqué, Adèle, ce soir, pas d'invité. L'expert pressenti n'a pas pu rallier le centre d'opération des urgences de santé publique dans les délais. Demain sera sans doute un autre jour. À vous le plateau. Merci Évariste. On l'a constaté également, pas de chiffres sur l'évolution de la pandémie ce soir, mais on retient ces chiffres que l'expert, le docteur Etundi Bala, donnait déjà hier à cette autre conférence de presse. On parle de 90% de risques en moins pour ceux des concitoyens qui porteraient bien leur masque bien ajusté. Et c'est là un bouclier que les Camerounais boudent pourtant, hélas. Allons donc à Bamenda pour une évaluation des mesures barrières. Ce sont des constats dressés là-bas sur place par Emmanuel Koloko. Finance Junction Bamenda. L'espace public est occupé par des individus de classes diverses. Au premier regard, le constat est évident. Le port du masque barrière est irrégulier. Pis encore, beaucoup ne l'ont pas. Même constat à Main Market. Ici, commerçants et usagers ne craignent pas le coronavirus. Cela s'observe dans l'irrespect de la distanciation physique. Dans les snacks, bars, restaurants, on peut boire et manger tout en restant côte à côte. Beaucoup ne portent leur masque facial qu'en cas de force majeure, comme pour éviter un contrôle de police. Seules quelques entreprises et services sérieux obligent leurs clients à passer au thermoflash tout en se désinfectant les mains. Banques, pharmacies et supermarchés excèdent dans ce registre. Ce relâchement des mesures de lutte contre la pandémie est général dans la ville de Bamenda. Conséquence, les dernières statistiques font état de 559 patients testés positifs au coronavirus dans le nord-ouest, avec 328 cas encore actifs. Sur les 55 morts déjà enregistrés, 47 sont à Bamenda. La menace est donc réelle et c'est à chacun de dire non à la propagation du virus. La grande enquête du 20h30 pour évaluer l'avènement du télétravail, conséquence de cette pandémie. De nombreuses administrations ont maintenant adopté les visioconférences sur les différentes plateformes Internet. Mais le télétravail, avec quel outil et pour quelle efficacité? Voici l'enquête de Irène Ndjanafouda.
Le télétravail crève l'écran. L'exemple vivant qui vient de l'immeuble Étoile est suivi par d'autres administrations pour maintenir les liens professionnels à l'heure où le coronavirus étouffe la chaleur humaine. Mais pour que le Cameroun effectue le saut qualitatif, il faut intégrer certains éléments clés. Il faut former d'abord le personnel. Il est bon que parmi les priorités dans les administrations aujourd'hui, qu'on mette à disposition l'accès au Wi-Fi. Que les différentes administrations se dotent d'un bon parc informatique. Le travail en ligne impulse une nouvelle dynamique de groupe pour produire de bons résultats. Une innovation professionnelle qui nécessite un réseau Internet fiable et stable. Toutes les régions ne sont pas correctement arrosées de la connexion Internet. Il faut donc qu'au niveau des opérateurs, qu'il y ait beaucoup de travail pour que la connexion soit plus fluide, qu'elle soit moins chère. Les efforts sont fournis à divers niveaux pour garantir l'efficacité managériale. Le travail à distance, qui devient incontournable aujourd'hui, fixe des limites afin d'opérer une véritable mue en milieu professionnel. Que les gens puissent faire l'audit de leurs entreprises pour savoir quels sont les postes adaptés au télétravail. Donc ils n'ont pas obligatoirement besoin d'un bureau à l'entreprise. Ils ont besoin de leurs outils et de la connexion pour pouvoir faire leur travail. Les salariés s'activent autour du télétravail pour servir les intérêts qu'ils ont en commun, en ligne. Une nouvelle équipe arrive à la tête du Crédit du Sahel. Le directeur général Adamou Haman et son adjoint étaient installés à Maroua par le président du conseil d'administration de cette microfinance. Abdoulaziz Amadou évoque ici les missions de ces nouveaux hommes. C'est un homme qui connaît bien la maison Crédit du Sahel qui vient d'être installé au poste de directeur général. Aux côtés de son prédécesseur depuis 2014, il a occupé presque tous les postes de responsabilité au sein de cet établissement de microfinance, d'abord en qualité de gestionnaire de crédit en 2003. Étant déjà dans la maison depuis plus de 17 ans, nous avons l'expérience du secteur. Le personnel également étant bien formé, nous pensons que ce défi peut être relevé. Il faut seulement travailler en faisant confiance aux jeunes. Aujourd'hui directeur général, il devra, selon le président du conseil d'administration, renforcer les relations avec les partenaires, assainir le portefeuille crédit et développer le terminal de paiement électronique. Sa mission est de diriger de manière très opérationnelle et professionnelle cette institution bancaire pour la rentabiliser. Nous lui demandons de manager cette institution avec toute la rigueur pour qu'on puisse passer d'une institution MSF vers une institution bancaire. Au cours de cette cérémonie, le président du conseil d'administration a rendu au nom de toute l'entreprise un vibrant hommage au directeur général sortant qui a su pendant 22 ans maintenir allumé le flambeau de l'entreprise. Le bâtisseur est fier de passer le témoin à la nouvelle équipe dirigeante. L'équipe actuelle a déjà l'expérience et est capable de continuer le travail pour relever les défis et avoir d'autres idées. Nous autres, on est déjà vieux, il faut qu'on se repose. Dans une région en proie à l'insécurité, le Crédit du Sahel joue un rôle décisif dans la reconstruction et la résilience des populations. Alors, le Crédit du Sahel est venu accompagner cette population qui est à vocation agricole, pastorale et commerciale. Nous demandons tout simplement au Crédit du Sahel d'aller de l'avant. Aujourd'hui, l'entreprise encadre plus de 100 000 paysans, compte 200 employés et 18 agences sur l'ensemble du territoire national. Avant de refermer ce journal, je vous donne lecture de ce télégramme officiel adressé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, au palais de l'Élysée à Paris. Le président de la République écrit: Monsieur le Président, il m'est agréable de vous adresser à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de la République française le 14 juillet, mes vives et chaleureuse félicitations. J'y associe mes souhaits de santé et de bonheur pour vous-même et pour le peuple français dans l'intérêt et le respect mutuel
La France et le Cameroun ont tissé au fil des ans de solides liens étroits, denses et multiformes. Soyez assurés de ma disponibilité à œuvrer davantage avec vous-même à la consolidation et à la promotion continue des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé par son Excellence Paul Biya, qui écrit également à son homologue Andrzej Duda, le président réélu de la République de Pologne, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême. Des courriers présidentiels qui mettent un terme à ce 20h30. Le journal préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Gilbert Ongeni et par Dieudonné Zra. Retrouvez sur cette antenne après le 20h30 le magazine Toile d'hommage au regretté Foto Victor. Et voici encore pour nous quitter ces précieux rappels sur le Covid-19. Prenez donc soin de vous, portez correctement le masque. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.